Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à la 8e soirée d'histoire, édition 2025, organisée par l'association des amis et amies de la Commune de Paris 1871 et consacrée à notre thème annuel, la Commune de Paris et l'éducation. Nous clôturons en effet ce thème en beauté avec 2 conférences consécutives qui vont se dérouler au cours de cette soirée. La première sera animée par notre invité Jean-François Dupeyron, donc maître de conférence émérite en philosophie de l'éducation à l'Université de Bordeaux. Je parle sous tout contrôle, bien sûr. Syndicaliste et auteur, entre autres, de l'ouvrage À l'école de la Commune de Paris, paru aux éditions Raison et Passion, qui abordera dans quelques instants la thématique à l'école des communards. À partir de 19h30, Jean-Louis Robert, président d'honneur de l'association et professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux livres dont le dernier s'intitule Nouvelle histoire de la Commune de Paris, paru aux éditions Bleu Autour, animera la 2e conférence qui traitera des avancées, des contradictions et des difficultés de la mise en œuvre du modèle d'instruction voulu par la commune. Au cours de cette année écoulée, nous avons effectivement pu évoquer l'école et l'éducation de la commune à travers nos différentes initiatives, la vision ambitieuse et innovante portée par les communards et les communards qui avaient un projet visionnaire d'instauration d'écoles nouvelles basées sur un modèle d'instruction intégrale permettant de dispenser des enseignements à la fois professionnels, manuels, généraux, artistiques et littéraires. La commune avait également à cœur de créer une école gratuite, laïque, obligatoire, en soi inclusive avant l'heure, même si le mot inclusif n'existait pas à l'époque. Et surtout, la volonté des communards était de permettre l'égalité des chances. Lors de notre parcours communard du 18 mars dernier, organisé cette année dans le 17e arrondissement, nous sommes allés sur les traces des grandes figures communardes de l'éducation telles qu'Édouard Vaillant, Joanny Rama, à la tête de la délégation de l'enseignement, ou encore Ferdinand Buisson, ainsi que des membres de la commission de l'enseignement des filles, tels qu'André Léo ou Anna Jacquelard. Le 12 juin dernier, date symbolisant la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants, un rassemblement a été organisé sur la place de la Sorbonne à l'initiative de l'association. Il a été rappelé qu'en 1870, avant la Commune, un tiers des enfants n'étaient pas inscrits à l'école et les enfants d'ouvriers étaient exploités à outrance dès leur plus jeune âge, souvent avant 12 ans. Selon Adolphe Thiers, qui, soulignons-le quand même, n'était pas un fervent défenseur de la laïcité, le devoir des enseignants est de donner aux enfants une éducation morale et religieuse et de graver dans leurs âmes le sentiment de ce qu'ils doivent à Dieu. Des prises de parole se sont tenues en partenariat avec divers syndicats et organisations d'enseignants telles que la Fédération nationale des rééducateurs de l'éducation nationale, la Fédération syndicale unitaire, le groupe français d'éducation nouvelle, le réseau d'éducation sans frontières et les délégués départementaux de l'éducation nationale qui ont tenu à rappeler l'importance du rôle émancipateur de l'éducation dans notre société où l'instruction publique et les services publics en général sont remis en cause et mis à mal par les coupes budgétaires voulues par les gouvernements successifs depuis de nombreuses années. Sur ce ton syndicaliste, je laisse la parole à Jean-François donc pour la première intervention à l'école des communards. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup pour cette invitation. Et oui, j'ai un accent des Landes, il va falloir vous y faire. Alors Jean-Louis Robert vous expliquera ça mieux que moi sans doute, puisqu'il travaille sur la mémoire des emprisonnés, des condamnés de la commune. Il y a 13 natifs des Landes qui ont participé à la commune, qui ont été condamnés pour ça. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus, c'est internationaliste la commune, mais c'est aussi dans les régions des gens qui venaient du fin fond de la brousse, un peu comme moi, qui étaient très très peu francophones et qui se sont retrouvés dans cette grande aventure. Voilà, alors
bon, je suis gasconophone un peu, je vais quand même dire un mot anglais, là, je suis un outsider de cette histoire-là, parce que je ne suis pas un historien de la commune proprement dit, moi je suis philosophe de l'éducation, et donc mon objet de recherche central, c'est l'école, les différentes formes d'école, les façons de faire école. Et c'est à ce titre que, pour des raisons aussi, je pense, de sympathie, des raisons militantes peut-être un peu aussi, je me suis beaucoup intéressé à l'école de la commune, parce que je voulais en parler notamment à l'approche du 150e anniversaire, mais pour en parler, j'ai fait mon travail, c'est-à-dire j'ai commencé à fouiller. Et donc c'est le résultat de ce travail que j'ai essayé de mettre en écrit dans un livre. Alors c'est un travail de recherche qui a ses limites, comme tout travail de recherche, c'est-à-dire que j'ai aussi posé 2-3 hypothèses, dont je vais vous parler à la fin. Peut-être que ces hypothèses ne sont pas du goût de tout le monde, hein, il faudrait voir. Et voilà, la photo n'est pas de moi non plus, mais je l'ai trouvé bien. C'est un peu l'idée de mon travail, d'ailleurs, c'était de remonter avant, de voir ce qu'a été la commune, ce qu'a été l'école de la commune, de voir d'où ça venait et de voir comment ça a continué. Peut-être qu'à la fin de l'intervention, je vous lancerai des pistes peut-être originales, voire incongrues, pour essayer de voir ce que l'école de la commune aujourd'hui peut signifier, notamment dans les luttes sociales d'aujourd'hui. Voilà donc ce que j'ai fait. En termes de cinéma, on appelle ça poser une poursuite. Voilà. Il y a des mouvements, et puis j'ai essayé de suivre ce mouvement avec un projecteur qui éclaire quelque chose qui commence dans les classes populaires bien avant la commune. C'est décrit par certains auteurs comme Jacques Rancière, le philosophe, qui décrit ces ouvriers qui, à la lumière d'une chandelle, après une dure journée de travail, tentent de s'instruire, d'apprendre à lire, de faire des méthodes autonomes de partage du savoir. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que j'ai travaillé. Que vous dire de plus que je me suis heurté à des obstacles avant, au début de ce travail. Le premier obstacle, c'est toujours moi, c'est toujours le chercheur, le premier obstacle. Pardon si je me lève, parce que je ne peux pas parler ainsi. Bon, voilà. Le premier obstacle, c'est toujours le chercheur, et entre autres, ce que j'ai appelé les légendes rouges de la commune, un peu légendes un peu mythifiées dans les communards, Louise Michel, tout ça. Bon, j'ai appelé ça la légende rouge, moi. Bon, ça ne nous donne pas une vision très très claire des choses, qui ont été beaucoup plus contrastées qu'on ne le dit. Il y a aussi la légende noire de la commune, celle-là vous la connaissez, je pense. Alors, pour être un peu provocateur, dans cette légende noire, on trouve parfois des phrases un peu curieuses, notamment Victor Hugo, qui c'est vrai a défendu les communards ensuite, notamment en exil. Hein, c'est un des rares écrivains français à s'être vraiment très très bien comporté à l'époque. Parce que les autres, y compris Zola, sont plutôt très mal comportés. Mais Hugo, à chaud, parce que c'est publié dans le rappel en 1872, c'est ça, c'est une correspondance qu'il a en 1871, en avril. Vous voyez, la commune est en place depuis 15 jours, 3 semaines, et il écrit un petit correspondant. Il dit la commune, bon, c'est peut-être une bonne idée, voyez, mais c'est mal fait, parce que c'est fait par des ouvriers, en fait. C'est pas fait par des gens qui savent. La commune, c'est l'ignorance. Et ce que l'école de la commune me montre, c'est que Victor Hugo, qui a dit des choses grandioses et écrit des pages formidables par ailleurs, ce jour-là, il aurait mieux fait de réfléchir un peu plus, parce que dans ce qu'on trouve dans l'école de la commune, c'est une pensée pédagogique extrêmement intéressante. Voilà, c'est pas un gadget de l'histoire, c'est pas uniquement parce que Louise Michel était institutrice qu'on va parler de la commune, c'est parce qu'il y a eu une tentative profondément novatrice et originale, qui, comme vous le savez, a été interrompue brutalement, mais qui s'est poursuivie par une voie souterraine. Alors, je vais essayer d'aller vite pour garder la place pour la discussion. Bon, alors de quoi hérite la commune? Alors, je regarde là, le président de la République qui est affiché. Bon, la commune, je pense que ceux qui sont ici connaissent quand même les bases de l'histoire de la commune. Bon, quand j'ai à les présenter, je dis la chose suivante, c'est la commune, c'est une révolution qui d'abord est élue, mais qui tombe par surprise quasiment sur les épaules des gens du comité central de la garde nationale, des sections internationales, des clubs républicains, etc., des associations de femmes. Ça leur tombe dessus par surprise parce que Paris s'est vidé de son état. Vous savez, c'est un truc formidable. J'en rêve, vous voyez. Macron à Varennes, je ne sais pas, puis
les ministères, tout se vide, et il faut s'auto-gouverner. Je pense que c'est ça qui a fait peur et qui continue à faire peur souvent les dominants aujourd'hui. C'est pas le désordre qui leur fait peur, surtout aujourd'hui, il n'y a plus de canons. Nous sommes désarmés, et puis je pense que quand on réclame très très fort des choses, en face, il y a une police extrêmement armée pour nous calmer. Ce qui leur fait peur, c'est l'ordre qui est capable, l'ordre qui est établi, que les classes populaires sont capables d'établir. Pour moi, la leçon de la commune, c'est cet ordre qui apparaît au bout de 2 ou 3 jours, assez rapidement. On trouve des sous pour payer la solde de la garde nationale, relancer l'hôpital, ramasser les poubelles, refaire passer le fourrier, etc. Alors ça va à cas et bien sûr, en fonction des difficultés qui ont été les leurs, c'est ça qui leur fait peur aux dominants, l'ordre dans le désordre, non pas la guerre civile ou autre, parce que ça, ils s'en sont sortis malheureusement avec le plus grand massacre civil en Europe au XIXe siècle. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, la situation de l'enseignement à Paris au début est un peu compliquée, puisque l'État s'en va. Alors l'État s'en va, et vous savez que Thiers, depuis Versailles, interdit à tout fonctionnaire de travailler pour la commune, sous peine de révocation. Alors déjà, pour manquer d'enseignants sur Paris, 1 tiers des enfants n'étaient pas scolarisés, parce que ce n'est pas la priorité forcément du Second Empire. On manquait aussi d'enseignants parce que certains étaient partis, parce que beaucoup étaient des religieux, que la commune allait avoir du mal à utiliser. Et les enseignants républicains, sociaux, militants, eux, ils avaient dû être dans le privé. C'est un peu la situation inverse de ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, avant que la commune commence, le public est religieux et le privé est éventuellement aconfessionnel. On ne dit pas laïque, puisque le mot laïcité est inventé en gros juste après la commune. Donc les catastrophes de la guerre, certaines écoles d'ailleurs ont servi de lieu militaire pendant le siège, donc ce qui fait que quand on se trouve aux alentours du 26-27 mars, on va dire, après la commune va s'installer, il y a une grande fête, et puis après qu'est-ce qu'on fait? On se trouve avec une grande désorganisation. C'est difficile de savoir combien il restait d'enfants, mais en gros, le tiers qui n'était pas scolarisé avait dû forcément augmenter pendant le siège. Peu d'enseignants. Donc, dans les traces qu'on a trouvées de l'activité d'Édouard Vaillant et de la commission d'enseignement, il y a presque un leitmotiv, il faut recruter. Il faut faire venir des enseignants, parce qu'on en a besoin, surtout que ceux qui restent massivement, on ne va plus les utiliser, parce qu'on va leur demander d'aller voir ailleurs, et de quitter l'école communale, ce sont les ignorantins, les ignorantiles, c'est-à-dire les religieux, qui d'ailleurs étaient parfois aimés par la population, pas tous refusés par la population. Un certain Ferdinand Buisson, d'ailleurs, ça a été une des grandes surprises de ma recherche, ça, c'est en allant aux archives de la ville de Paris, dans un des cartons de la commune, eh bien, un certain Ferdinand Buisson, qui est connu dans la commune parce que pour l'orphelinat, qu'il a animé dans le 17e arrondissement, dépose à la mairie du 17e une demande de direction d'école. Alors, c'est un papier qui est annoté, je crois, de la main de Jean-Joigny Rama, qui a écrit d'abord Citoyen Buisson, puis vu l'importance du gars, quand même, c'est un agrégé de philo, ça comprenait à l'époque, et il a barré, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, qui a barré Citoyen, il a dit Monsieur Buisson. Monsieur Buisson veut un poste d'enseignant, puis ça se fait pas pour différentes raisons, parce que Buisson repart ensuite chercher sa famille et tout ça. Bon, puis peut-être qu'il a d'autres rôles dans la commune, notamment à l'orphelinat. Voilà, donc une situation difficile, peu d'enseignants et beaucoup d'enfants scolarisés. Autre difficulté, les enseignants n'ont pas de chambre syndicale. C'est-à-dire que certaines chambres syndicales sont disposées tout de suite à prendre en charge un certain nombre de choses, parce que l'international, alors adhérente à l'international ou non, enfin, bon, c'est, en tout cas dans le grand domaine social et politique et social qui tourne un peu autour de la première internationale à l'époque, eh bien, il y a des ressources. C'est-à-dire si, puisque
le tiers est parti avec ses ministres, ses hauts fonctionnaires et tout, il faut les remplacer. Il y a des cadres ouvriers qui sont préparés depuis, certains depuis 20 ans, à la coopération, l'administration des affaires communes. Quand on dit vive la commune, souvent, voilà, vive la commune, ben oui, certes, les communards, c'est 20-30 ans de préparation du mouvement ouvrier, hein, qui crée ses coopératives, qui crée ses cantines, les marmites avec Barlin, tout ça, Banque du travail, la presse ouvrière avec l'atelier, Potier écrit là-dedans, c'est du socialisme chrétien, mais ça prépare la commune à sa façon aussi, et beaucoup de choses comme ça. Et donc, il est possible de remplacer les cadres tout de suite par des gens qui s'y connaissent. Un fondeur, Camillien, par exemple, ben, il peut s'occuper de frapper de la monnaie parce qu'il sait faire, quoi. Il sait faire, et puis il a la culture politique et sociale, il est reconnu, il a l'international avec lui, donc on n'a pas de problème, il va faire mieux que les ingénieurs qui sortent des beaux quartiers. Pour les enseignants, on n'a pas la même chose parce qu'il n'y a pas de chambre syndicale d'enseignants. Et donc il n'y a pas de, si vous savez, il n'y a pas de force organisée pour soutenir la commune. Ça, c'est un réel problème auquel se heurtent les communards. Et alors, pour l'école, pour construire l'école, problème suivant, c'est le manque de budget. Et on n'en apprend pas sans doute, mais le premier budget de la commune, ça a été le budget de la guerre. Ne serait-ce que le solde des gardes nationaux, pas tout à fait le budget de guerre, mais de toute façon, il y a tout le reste qui suit. Et quand on regarde ça, ce sont les chiffres de Lisa Garay, ça, alors j'ai jamais pu les vérifier. Donc, s'il y a des travaux qui l'ont fait, si vous les connaissez, vous pouvez les indiquer. Bon, selon Lisa Garay, le budget de la commune, c'est rien du tout, quoi. Le budget square de la commune, c'est rien du tout, c'est 1000 francs, alors que les besoins militaires, c'est 20 millions, et que la Bibliothèque nationale même, a été mieux notée que les écoles. Du coup, il y aura un autre problème qui va apparaître ensuite, mais du coup, question, c'est une des toutes premières questions que je me suis posée, mais est-ce que je ne suis pas en train de chercher un truc qui n'existe pas? Est-ce qu'il y a eu vraiment une politique scolaire de la commune? Parce que pas d'argent, pas de personnel, beaucoup d'enfants scolarisés sans moyens, ça fait beaucoup. Et en plus, je suis tombé sur deux avis extrêmement différents. Alors, il y a un avis d'époque de Lisa Garay, un avis qui est sans doute teinté de rancœur entre les communards en exil, je pense, entre d'autres. Lisa Garay dit du mal des non-voyants. Bon, ça c'est leurs histoires à eux, hein, on va dire comme ça s'est pas toujours bien passé à l'exil. Hein. Et il dit, Lisa Garay, en fait, que la délégation de l'enseignement, elle avait beaucoup de choses à faire, c'était vraiment un truc de l'avenir, elle a quasiment rien fait, elle a décroché quelques crucifix, et puis elle a nommé quelques enseignants, recruté quelques enseignants, et puis voilà. Ça s'est arrêté là, dit Lisa Garay. Alors, bien plus tard, Jacques Rougerie, un des historiens les plus utiles, je pense, pour la commune, l'histoire de la commune, est beaucoup plus élogieux. Il dit qu'une révolution intellectuelle s'annonçait. La commune a fait beaucoup pour l'école, et entre autres, il utilise le mot important qui est instruction laïque, alors gratuite, obligatoire, etc. etc. Donc, d'ailleurs, dans la citation de Rougerie, il y a un détail qui est intéressant, puisqu'il nous dit que c'est aux municipalités qu'il incombait le pouvoir aux réformes. C'est-à-dire que si on regarde du côté de l'hôtel de ville, avec son petit budget, et puis on va voir là les difficultés de relations humaines, on a l'impression que c'est compliqué, quand même, qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et quand on va chercher ensuite dans les arrondissements, via ce qu'on peut récupérer comme renseignement, on trouve des choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, Jean Allemann en parle beaucoup, je pense que c'est pour le 5e, lui, si je ne suis pas parisien, donc 5e ou 15e, je crois que c'est le 5e, Jean Allemann. Ouais. Il raconte, il décrit la réouverture d'une école qui a été récupérée, une école d'où les religions ont été expulsées, poliment, plus ou moins, et puis il décrit ça. Voilà, et c'est là que ça s'est passé. Je suis tombé sur cette chose extrêmement étonnante pour nous dans le champ de l'histoire de l'éducation en France. Ce qui s'est passé ce jour-là est extrêmement original. Alors peut-être c'est un peu compliqué, je ne sais pas, c'est le journal officiel qui raconte ça. Il raconte que la venue à l'hôtel de ville pour rencontrer la commune, la venue d'une délégation d'une société républicaine
probablement massivement composée d'enseignants, la société de l'éducation nouvelle. Alors cette société de l'éducation nouvelle, elle vient peut-être le 1er avril, peut-être le 31 mars, on ne sait pas trop, en tout cas c'est dans le journal officiel du 2, elle vient à l'hôtel de ville, central, et elle dépose un programme. Alors ça je pense que c'est capital pour comprendre ce qui s'est joué là. À quel point c'était novateur. Premièrement, cette société, elle porte un nom qu'elle ne devrait pas porter. Parce que l'histoire officielle de l'école en France nous indique que l'éducation nouvelle s'est apparue après l'école de la République. L'éducation nouvelle, si vous deviez en citer quelques noms, vous prononceriez peut-être le nom de Maria Montessori, de Célestin Freinet, Cousinet, Descroly, Ferrière, les pédagogues, et on dit l'éducation nouvelle, elle est venue, elle s'est structurée au niveau européen pour justement améliorer la pédagogie dans les écoles d'État en Europe. Mais l'éducation nouvelle, en 1871, c'est déjà le nom de la société qui dépose ce projet à la commune. Donc, quelque part, au niveau des républicains sociaux, on a déjà réfléchi à une éducation nouvelle. Et on va le voir, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été établies. Deuxième incongruité, quand on regarde la liste de la délégation, rangée soigneusement par ordre alphabétique dans le journal officiel, il y a 3 hommes et 3 femmes. C'est pas évident tout à fait à l'époque, y compris au sein du mouvement ouvrier, où une partie des thèses de Proudhon sur le développement séparé des genres est encore assez efficace, assez active. Bon, il y a des gens comme Varlin qui font autre chose, il y a des féminismes socialistes qui sont apparus, la situation n'est pas tout à fait stabilisée, et les femmes d'ailleurs, elles sont ni élues, ni électrices, comme de Paris, elles ne portent pas les armes, bon, elles vont être actives par ailleurs. D'ailleurs, Louise Michel dit, mais le droit de vote, on ne le réclame pas, puisque en fait, dans les faits, on vote dans la rue tous les jours, et on vote dans nos organisations. Donc, 6 inconnus que l'histoire de l'école de la République n'a absolument pas reconnu, dont les noms n'ont pas été conservés. Alors, je vous les lis pour ceux qui sont un peu loin, peut-être. Alors, il y a Henriette Garoste et Louise Lafitte, qui sont du Gers, à côté de chez moi. Et donc là, je dis que c'est quand même des Gascons qui étaient là. Bon, je veux dire, alors probablement des sœurs. Bon, il faudrait que je regarde un petit peu plus près, parce qu'elles étaient ensemble, et puis une était mariée et pas l'autre. Et voilà, celle qui était mariée avec une sœur du même prénom. Bon, voilà, bref. C'était membre de l'association féministe, à l'époque, féminine, on disait plutôt, d'ailleurs, féministe, mais pas bourgeoise. Plutôt au niveau du réseau des républicaines sociaux. La troisième femme, c'est Maria Verdure, dont Michel Audin avait fait l'héroïne de son roman sur la commune, comme une rivière bleue. Voilà, un personnage très intéressant, dont les parents étaient à l'international aussi, Augustin Verdure, on verra un petit peu plus tard, qui travaillait pour la Marseillaise, le journal de Rochefort, et sa mère tenait un orphelinat laïque aussi. Elle est sans doute institutrice, Maria Verdure. Toute une histoire, ça aussi. Et puis 3 enseignants, donc Jean Ramin. Alors Jean ou Joseph Magnier, parce que bon, parfois il y a des déclarations un peu fausses, notamment dans le tribunal ou autre. Et voilà, donc on s'y perd un peu, et quand on regarde le métron, parfois on a la même personne qui a plusieurs prénoms, quoi, bon, voilà, qui lui s'occupait beaucoup des recrutements à l'hôtel de ville. Et Benoît Reims, qui n'était pas instituteur, lui, mais professeur. Et alors, tout ça, c'est des gens qui étaient, en fait, qui bricolaient de l'enseignement hors des écoles communales, de l'enseignement officiel à l'époque, institutionnel, puisqu'ils n'avaient pas voulu prêter serment à l'empereur, et parce que de toute façon, ils n'étaient pas favorables à une éducation centrée sur la religion. Donc, deuxième incongruité, on a déjà des gens, c'est mixte. En plus, ils portent un programme. Mais où est-ce qu'on a vu ça aujourd'hui? Que les associations, les syndicats, le mouvement social, les citoyennes et citoyens, les comités, les groupes féministes, etc., portent des choses qui ensuite vont être mises en œuvre par le gouvernement. Ce serait le monde à l'envers.
on l'a bien vu. J'étais hier soir à un débat sur les gilets jaunes, par exemple, dans le cadre de l'ouverture des cahiers de doléances dans les Landes. C'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais c'est pas comme ça que ça marche. La démocratie, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, là, la réponse de la commune, la réponse favorable, vous nous portez un programme, d'accord, on va marcher dans cette direction. Alors, il y a des consensuels au sein des différentes tendances, on va dire, des républicains élus à la commune. On va en parler de ce programme après. Mais c'est extrêmement incongru comme méthode. C'est une méthode presque autogestionnaire d'organisation de l'école. Hein, voilà la troisième incongruité forte. Donc, je suis tombé là-dessus, je dis, bon, il y a quand même eu quelque chose, parce qu'il y a un programme qui est arrivé. On va le détailler après, on va parler un petit peu des individus quand même, parce que, faut pas les oublier. Bon, j'ai retrouvé 3 photos. J'ai pas de photos de Maria Verdure, de Ariette Garost et de Benoît Reims. Voilà, Magnier, ça n'a pas été facile de trouver. Voilà, les photos de Louise Laffitte et de Jean Rama. Bon, voilà, ils ont vraiment existé. Hein, voilà. Leur histoire est racontée dans le bouquin. L'éducation nouvelle, je dis que c'était ancien, mais c'est même plus qu'ancien. À droite, 1848, premier numéro de la revue de l'éducation nouvelle. Je ne sais pas comment il faut le dire à certains de mes collègues historiens qui disent l'éducation nouvelle, c'est à la fin du 19e siècle, c'est faire lire. Non! Il y a une relance, il y a un mouvement qui se crée, d'accord, mais qui se crée à la suite de quelque chose qui existait déjà. La revue, c'est la revue de Jules Delbrück, qui est un fourriériste, les parents étaient originaires de Prusse d'ailleurs, et il avait fondé une sorte de colonie autogestionnaire à Langoiran, à côté de Bordeaux. Langoiran, qui est la patrie d'Alain Giresse, si je dis ça pour le amateur de football. Voilà, donc l'éducation nouvelle c'est très ancien, et puis il y a un autre texte qui est extrêmement connu, c'est le programme d'éducation des institutrices, instituteurs, professeurs socialistes de 1849. 1849, vous voyez, il y avait déjà un programme extrêmement précis dans lequel on trouve le mot crèche aussi, le mot école maternelle. Bon, ça parle d'une école maternelle. Dans ce programme, c'est peut-être des premières mentions avant Pauline Carbonard et tout ça, hein, comme on me raconte, il y a déjà ça. Dans ce programme, un des rédacteurs, c'est Gustave Lefrançais, un des élus, je pense, les plus emblématiques de la commune, on va dire, hein, parce que sacré personnage aussi. Donc, il y avait un programme et il y avait une très forte une très forte forme pédagogique, un trésor pédagogique au XIXe siècle. C'est un très grand siècle pédagogique, le XIXe siècle en France, avec des concepts qu'on va reprendre après, qui sont inventés parfois par des auteurs comme Fourier, Proudhon ou autres, c'est-à-dire au sein des socialistes, mais parfois aussi réinventés ou réappropriés par un mouvement ouvrier lui-même. L'international, la première internationale, sous la plume de Marx, a son concept d'éducation. C'est l'éducation polytechnique, qui est une variante de l'éducation intégrale. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très empiriques aussi, qui sont inventées, pas à l'université, qui sont inventées quasiment dans la rue, ou dans les logements modestes, ou dans les lieux où se réunissaient les ouvriers. La méthode de l'arpentage, la méthode de l'enseignement mutuel, qui ne va pas être... qui ne vont pas être retenus par la commune parce qu'on n'a pas le temps de savoir ce qu'ils auraient fait. En tout cas, vous voyez, il y a un fond pédagogique. Il y a l'idée que l'école doit être un atelier et non pas un lieu où quelqu'un parle tout seul aux autres. L'école, c'est un lieu où on construit du savoir. Le concept central, ça, chez Proudhon. L'éducation doit être intégrale. C'est pas ça que va faire Jules Ferry. Il va justement piétiner ce concept. Donc il y a une pensée populaire extrêmement riche. Donc finalement, c'est pas très difficile. C'est pour ça que la commune qui n'a pas de programme, elle n'a pas de programme plus que les autres, ils sont élus par hasard. Enfin, par hasard, c'est pas prévu que ça se passe comme ça. Hein. Ils se retrouvent à avoir à faire quelque chose, mais tout un tas de gens et de militants et de jeunes enseignants, voilà, leur disent mais on sait faire, on a déjà de la littérature, on sait vers quoi on doit aller.
Cela dit, il y a un autre problème qui apparaît, c'est un problème RH, comme on dit aujourd'hui. Bon, on parlait d'être mon mobile. Il y a un problème RH parce que la commune nomme une première commission ou délégation d'enseignement. À toutes les hésitations, elle ne s'installe pas au ministère parce qu'on n'est pas l'État, on est la commune de Paris, donc on s'installe à l'hôtel de ville. Bon, après ça va transiter vers le ministère. Le premier responsable, c'est le docteur Goupil. Alors, tous les élus sont républicains, bien sûr, mais la plupart démissionnent. Et lui, notamment, il démissionne. Il y avait des gens moins avancés que d'autres, sans doute, et qui surtout ont pris peur après l'ouverture des hostilités par les Versaillais le 2 et le 3 avril. C'est-à-dire que jusque-là, ce qui n'avait été qu'une espèce de révolution pacifique avec très peu de morts le 18 mars. Très peu de morts, c'est une révolution sympathique, une grande fête, des élections, après une grande fête pour la proclamation de la commune. Enfin, ça partait bien, quoi. Et puis à partir du 3 avril, ça tire et on voit que ça va être une guerre à mort, une guerre sanglante. Et donc ces gens-là s'en vont. Ils sont peut-être moins convaincus aussi par l'idée de république socialiste. C'est là que peut-être il y a des divergences qui commencent à apparaître. Entre ceux qui veulent une république sociale, ceux qui veulent une république socialiste, bon, la nuance va se faire valoir. Donc, en gros, on menait cette politique. Il n'y a pas de leader, on va dire, au début. Et il y a même une période où il n'y a personne, il y a 15 jours, où il n'y a plus personne qui dirige les choses. Les choses se font quand même, mais elles se font sans ministre. Il faut le dire à M. Geffrey, là, on peut faire des choses sans ministre, peut-être. Il faut de la paix un peu aux syndicats enseignants, faire la plupart, etc. Et on saurait faire mieux. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et donc, il faut attendre le 20 avril, la réorganisation de la commune, comme vous le savez, pour que Édouard Vaillant prenne les choses en main. Et alors, Édouard Vaillant, c'est un blanquiste, il est plutôt attaché à la rigueur d'un pouvoir central à l'époque, et donc, il a quand même, pour le temps qu'il est en charge des affaires scolaires de la commune, faire des choses un peu étonnantes. C'est un peu comme le texte de Marx après la commune, qui est un texte un peu libertaire. Il dit, ouais, c'est le gouvernement de la classe ouvrière, c'est ça qu'il faut faire, la commune. Édouard Vaillant, lui aussi, finalement, il joue le jeu. Il râle beaucoup. Il râle parce qu'il voudrait que ça aille partout à la même vitesse. Et comme par hasard, dans les quartiers bourgeois, ça va moins vite. Ça va moins vite parce que ça dépend de l'activité des fédérés sur le terrain, des associations. On a des militants, on n'en a pas. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gars comme Marlin, Poitiers, Pigny et compagnie sur le terrain. Et donc là où ces gens-là ne sont pas actifs et puis ils sont dévorés par d'autres tâches, eh bien la réforme scolaire avance moins vite, ce qui irrite beaucoup ailleurs. Bon, on va parler un peu de RH, mais pas beaucoup quand même. Mais bon, je suis un peu ému d'être dans la mairie de 11e quand même. Et donc chaque fois que je pense à ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas les oublier parce que ils ont fait quelque chose qui mérite d'être beaucoup plus valorisé dans l'histoire de l'école en France. Donc ça, c'est la première commission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, dont 4 qui s'en vont très rapidement. Un qui ne siège pas. Voilà, c'est plutôt des bourgeois, on va dire, la moyenne bourgeoisie, vous voyez, une commune qui la protège du pouvoir central, mais qui ne voulait pas aller plus loin, et qui prend peur avec les combats. Il y a 2 membres, enfin il y a 3 membres de l'AIT, il y a deux travailleurs manuels, on va dire comme ça, Antoine Denet et Augustin Verdure, parce que l'instituteur à l'époque c'était quand même une profession très physique, ça l'est toujours malgré tout. Voilà, donc cette commission a peu fait de choses. Mais bon, ils étaient là. Et entre autres, on peut relever le nom de Jules Vallès. Alors, deuxième commission, c'est après l'arrivée de Vallès, d'abord de Vaillant, donc là, on n'a plus que 6 personnes. Alors, vous voyez, là, on n'a pas de mixité des gens, on a des mecs, quand même. La proportion de gens dont on peut dire qu'ils ont été ou qui sont encore membres de l'Association internationale des travailleurs a augmenté. Le pouvoir se resserre là autour de son aile marchande socialiste, pour le dire comme ça. Bon, il n'y a qu'un seul enseignant, mais c'est bien le problème que j'ai indiqué d'entrée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants, il n'y a que le père Verdure qui est là, Augustin Verdure, qui va mourir en
en déportation, en Kanaki, et les autres, alors, Courbet va avoir, il va se renouveler un peu après, mais il va avoir une très belle activité pendant la commune, et notamment il va montrer comment l'art peut entrer dans l'école, et il va apporter des choses très, très, très novatrices. On a mis beaucoup de temps à comprendre ça à l'école publique française, que la présence de différents corps métiers à l'école, ça permettait de renouveler la pédagogie. Bon voilà, passons, c'est son style. Il nomme aussi 2 commissions complémentaires. Alors c'est genré, c'est un pour les garçons, un pour les filles. Et la notion de ce qu'on appelait la coéducation à l'époque. La coéducation à l'époque, c'était la volonté, le projet de mettre les garçons et les filles dans la même classe. C'était encore assez minoritaire dans le mouvement ouvrier. Voilà. Paul Robin, le libertaire, il voulait faire ça. Buisson n'était pas hostile, mais voilà. En tout cas, on n'était pas dans cette dynamique-là encore, mais en 72 jours, c'est pas non plus tout réinventé. Donc là, vous avez des noms qui méritent d'être aussi cités. Donc, voilà, vous trouvez deux membres de la délégation chez les hommes, là, Joseph Mani, Jean Rama. Chez les filles, on va dire comme ça, chez les dames, bon, André Léo, la compagne de Benoît Malon à l'époque, de l'International. Anna Sapia, dont le mari avait été tué dans l'hôtel de ville par une fusillade roulée par le gouvernement provisoire, plutôt par l'hôtel de ville à l'époque. Une des membres de la famille Reclus, Lélie, Élisée, Paul, etc. Alors Pauline Reclus, qui est devenue Carpomar, ça, bon là c'est Noémie. Et d'autres dames, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a Anna Jacquard qui est connue aussi, qui était, voilà, enfin, Anna Jacquard qui était partie de ces révolutionnaires russes qui sont venus soutenir la commune, comme Elisabeth Dmitriev. Bon, et Anna Jacquard, Anna Vassilievna, qui s'est mariée avec le blanquiste Jacquard. Alors, cette commission est nommée le 21 mai, autant dire qu'on la cite pour mémoire, quoi. Le 21 mai, malheureusement, ça n'a pas été un très bon jour pour la commune de Paris. Donc, elles n'ont pas eu le temps de faire leur preuve. J'ai fait quelques extraits du programme de l'éducation nouvelle qui est adopté par la commune. Il n'y en a pas eu d'autres. Et il n'y a pas eu d'autres débats. Dans les séances de la commune, il n'y a pas de débat sur l'école. Il n'y a pas de débat, puisque ce qui s'est passé ce jour-là suffit. Et on laisse faire les gens. Mais parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà un consensus assez fort sur ce qu'il fallait faire. Alors, là, j'ai fait un choix, quand j'ai présenté ça, j'ai fait le choix de séparer des choses qui, en fait, avaient beaucoup de sens unis. Mais pour les présenter, j'ai dit, la Commune de Paris, elle invente en gros l'école républicaine. Donc elle va faire des choses qui vont être reprises dans le cadre de l'école de la Troisième République, qui vont être reprises mais mises dans un autre contexte, ce qu'on appelle, avec quelques collègues, l'école d'ordre. Et puis l'école de la commune, elle tente aussi de faire une école socialiste. Une école pour une république sociale, socialiste. Alors socialiste au sens du 19e siècle, qui a englobé tout un tas de choses, allant des libertaires à des gens qui ensuite se sont dirigés plutôt vers le socialisme étatique. C'était une galaxie importante, mais les gens savaient travailler ensemble, plus qu'on peut-être on le croit, et surtout avaient des concepts unificateurs. Voilà, bon, passons là-dessus. Alors, école républicaine. La gratuité. Voilà, j'ai sorti deux affiches, elles sont connues, hein, ceux qui travaillent sur la commune ne peuvent pas manquer de connaître ces affiches. Alors, il n'y en a pas dans tous les arrondissements. Donc là, le 3e arrondissement, eh bien, toutes les fournitures nécessaires à l'instruction seront données gratuitement. Les instituteurs ne pourront, sous aucun prétexte, faire payer les fournitures aux élèves. Alors, quand on voit les signatures, on a 4 militants de l'Association internationale des travailleurs, Arnaud, Demey, Dupont et Pindy, qui a été ensuite accusé d'avoir mis le feu de Pindy. Bon. Voilà, même chose dans le 4e arrondissement, avec la gratuité
les signataires, vous avez Gustave Lefrançais, instituteur qui, donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut absolument lire ses mémoires. Il raconte ça, il raconte son itinéraire de manière très intéressante. Bon, gratuité. La gratuité va jusqu'à la cantine. Là où c'est possible. C'est ce que raconte Jean Allemann. Il dit que les gamins n'arrivent pas à croire dans cette école que la salle où mangeaient les pères avant soit accessible maintenant pour eux, qu'ils puissent s'asseoir et manger une bonne soupe. Ça sentait bon, mais pour eux, c'était pas pour eux, puisque en général, ce qui sentait bon, la bonne soupe dans cette salle, c'était pas pour eux. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose d'assez émouvant aussi. Il faut s'imaginer ça à l'époque. Des gamins qui, je pense, quand même mangeaient plus ou moins, dans un état assez pitoyable, après un premier siège, la pauvreté en général, et puis ensuite le début d'un second siège. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils ont financé ça? Alors Vallée s'est dit, il a une idée, mais comment on va financer la réforme scolaire? Il y a des objets dans les églises, on va les vendre. On va vendre toutes ces choses-là sacrées qui sont présentes dans les églises. Alors, je ne vous dis pas que je suis d'accord à 100% avec ça, mais voilà, on est encerclé, il faut que nos enfants soient éduqués, parce que l'éducation, c'est aussi précieux que la poudre et les canons. Pour nous, pour la classe ouvrière et puis pour l'international, c'est tellement important l'éducation. Alors on va prendre dans les églises. Bon. Après, ils se sont débrouillés comme ils ont pu, parce que même dans une situation difficile, la pratique de la coopération, la pratique des communs, comme on est aujourd'hui, permet de faire manger les gens. Voilà, dans mon village, on a fait une marmite plusieurs fois. On a fait une marmite pour manger local, manger bien, manger ensemble, à prix libre. Et ça marche très très bien, on sait faire. On arrive à se nourrir comme ça et les gens donnent ce qu'ils veulent en plus. Voilà. Alors, deuxième marqueur très très fort, c'est la laïcité. Alors, comme on le dit, le premier décret en France de séparation de l'Église et de l'État, c'est le décret de la Commune du 2 avril 1971. C'est un décret bizarre parce que tout un tas de communards disaient qu'il n'était pas l'État, qu'il n'était que la Commune de Paris. Ils ne voulaient pas se comporter comme un État, certains d'entre eux, mais sauf qu'ils prennent un décret qui sépare l'Église de l'État. Bon, c'est des ambiguïtés de l'affaire aussi, dont on pourra reparler. Alors, ce décret, il avait été quand même, il faut le dire, je vais faire deux correctifs. Certes, la commune invente l'école laïque, mais le mot laïcité n'existait pas. On n'apparaît pas dans les textes, vous chercherez vous-même dans les débats. Le mot laïcité arrive juste après. Donc, elle invente une école délivrée en fait du pouvoir de l'Église. Mais il ne va pas jusqu'au bout du concept de laïcité qui n'est pas pensé en tant que tel. Bon, ça sera un débat par la suite dans le mouvement ouvrier aussi. Est-ce qu'une école dirigée par les ouvriers doit être une école socialiste ou une école libertaire? Ou est-ce qu'elle doit au contraire s'abstenir de diffuser nos idées, entre guillemets? Et le deuxième réserve qu'on peut mettre, c'est que ce décret il a été précédé par le terrain parfois. Dans le 11e, par exemple, Jules Motu, qui était maire avant la commune, il a commencé à laïciser ses écoles, l'école communale. Il a dit c'est fini, l'école des curés et des sœurs. Et pareil dans d'autres arrondissements, pareil à Lyon, dans certains endroits aussi, où les écoles communales déjà passaient sous contrôle républicain. Mais bon, la commune, c'est quand même le moment où ces choses-là sont écrites une bonne fois pour toutes. Alors dans les faits, ça arrive, cette laïcité. Alors il y a une opposition, elle n'est pas définie, elle est définie avec une opposition entre science et croyance. Voilà, c'est lié un peu à cette culture un peu scientiste du mouvement ouvrier du 19e siècle. Ça vient de Saint-Simon, Auguste Comte avait fait des cours à Paris pour la population aussi. Donc il y a l'idée quand même que la science va nous permettre d'être plus heureux et qu'il y en a assez d'apprendre ces histoires de bon Dieu, de Vierge Marie et puis et la liste des rois de France. On va passer à autre chose. Donc c'est écrit en toutes lettres dans le programme de la Société d'éducation nouvelle. Il nous faut des méthodes expérimentales et scientifiques uniquement. Il y a le terme uniquement. Il faut employer uniquement des méthodes scientifiques et expérimentales dans le cadre de l'enseignement.
Donc ceux qui sont de la raison humaine, et on pense que les principes de justice, d'égalité, etc., sont des principes rationnels. Et que l'idée que les uns et les autres sont inégaux, c'est de l'irrationalité, c'est de la croyance. Voilà, cette laïcité s'exprime beaucoup comme ça aussi. Oui, c'est trop long. Encore 5 minutes. Oh là là, je suis presque au bout de la description. Bon, l'éducation socialiste, alors le concept central, c'est l'éducation intégrale, qui figure chez beaucoup d'auteurs, notamment chez Fourier à l'époque, qui est repris par l'Internationale, qui est repris par Paul Robin, qui est le concept que Ferdinand Buisson met en œuvre dans son orphelinat. L'éducation intégrale, ça veut dire que tout le monde aura la même éducation. Tout le monde a le droit à la même éducation, pardon, quel qu'il soit. Et cette éducation, elle n'est pas purement scolastique, vous voyez, elle n'est pas purement savante. Les métiers ouvriers, les métiers de production, c'est ça qui nous fait vivre. Et ces métiers, ils sont aussi importants. La culture du travail doit entrer à l'école. Comme ça, on va cultiver aussi des intelligences différentes. Et cette réunion d'intelligences différentes va permettre d'avoir une éducation beaucoup plus riche. Parce que là, on a une éducation qui donne des contenus aux enfants, sans doute utiles, mais qui ne les aide pas à se projeter dans leur vie et à améliorer leurs conditions. On va faire de la science à partir de nos métiers. Aussi, hein. Voilà, c'est ça l'éducation intégrale. Remarque quand même, c'est que Buisson tourne Casac après la Commune, peut-être qu'il a peur, il est exfiltré de Paris par les réseaux protestants, sans doute, il a tout un tas d'appui. Il rentre au ministère directement, enfin, pas à la direction du ministère, mais il devient inspecteur des écoles très rapidement, alors qu'il a fait travailler pour la Commune avant. Bon, il y en a d'autres qui ont été fusillés pour moins que ça. Et quand il fait son grand dictionnaire de pédagogie, certes, il fait bosser d'anciens communards, notamment le libertaire James Guillaume, qui devient le secrétaire du dictionnaire. Mais le concept d'éducation intégrale, Buisson le fait disparaître du dictionnaire. On a un dictionnaire de pédagogie extrêmement riche, qui est un monument historiographique pour la France. Il n'y a pas le concept d'éducation intégrale. Il a lâché du lest quand même. Alors l'éducation intégrale, pour faire ça, Vaillant essaye de le faire. Pour ça, il faut ouvrir des écoles professionnelles aussi. Il faut continuer la formation après lire, écrire, compter, comme on dit. Et donc il y a quelques expériences, notamment cette école professionnelle d'art industriel qui ouvrait, qui allait ouvrir. Et je pense que c'était aussi quelque chose qui devait ouvrir le 21 mai, jour funeste. Voilà, cette affiche est datée de mai aussi. Et on y enseignera tout, voilà, mais oui, on enseignera tout, mais ça s'est pas fait. Concept pédagogique central, l'école atelier, qui a été beaucoup repris après par des gens comme Célestin Freinet. La connaissance ne se reçoit pas comme un prêche. La connaissance se construit. Elle se construit par l'activité et par la coactivité, l'activité coopérative. Donc l'école, c'est un atelier. On travaille à l'école. On ne joue pas, même dit certains, alors que le jeu est tellement important, mais dès qu'on est en âge un petit peu vraiment apprendre des choses relativement importantes ou autres, eh bien, l'école, c'est un atelier. C'est un lieu de construction, d'activité, de coopération, d'essai, de tâtonnement, de fabrication, etc. C'est pas un lieu où on apprend des leçons par cœur, et on reçoit des notes, on va bien répéter la parole du maître. Vous voyez à quel point on est passé à côté de ça. Alors du coup, pour faire tourner cette école atelier, il faut faire appel à tout le monde. Je trouve ça assez génial. Alors on voit beaucoup dans l'expérience historique qui sont la conclusion. Vaillant, c'est un ingénieur, c'est le plus diplômé de la commune de Vaillant. Hein. Et donc c'est peut-être pas sa première tendance, mais il fait appel aux chambres syndicales. Et si on veut faire l'éducation intégrale, alors les métaux, le travail les relieurs, le travail des métaux, le travail des relieurs, le travail d'impression, le travail du vêtement, le travail du textile, etc. Les enseignants ne savent pas tout faire, donc à côté des instituteurs et institutrices, il faut des travailleurs. Et donc il fait appel. Alors j'ai trouvé quelques réponses avec une orthographe parfois un peu douteuse, d'ouvriers qui veulent travailler pour l'école de la commune. Donc il y en a un qui dit là il sait faire les choses comme ouvrier mécanicien. Il peut remplir le service
Alors il écrit service avec 2 S, c'est extrêmement ça aussi émouvant. Ce gars-là qui n'avait pas été forcément beaucoup à l'école, voulait se dévouer pour l'école et aller y trouver sa place. Même chose pour les artistes, pour les sportifs, les haltérophiles, etc. Si vous avez suivi un petit peu aussi ça, voilà, l'école atelier. Bon, je passe. Cette méthode, alors là je suis peut-être allé un peu loin, parce que j'ai trouvé l'expression chez Georges Bourgin, historien de la commune. Il dit Vaillant, là, il a appliqué une méthode qui est la méthode syndicale ou syndicaliste. Et cette méthode syndicale ou syndicaliste, c'est celle qui consiste à s'appuyer sur les corps de métier, s'appuyer sur les sections internationales, sur les associations pour gérer l'école. Excusez-moi. Non, mais j'ai quasiment terminé. Méthode syndicale, donc des réunions. Alors Jean Ramat, dans le 17e, fait des réunions une fois par semaine auprès de la population, réfléchir au programme, comment éduquer les enfants, comment les instruire. J'ai appelé ça la socialisation de l'école. L'école de la République a étatisé l'école. Là, il y a une forme de socialisation, c'est-à-dire de remise d'une partie de la responsabilité dans les mains de la population. Je conclue. Très rapidement. Ouais, bon, j'essaie de regarder aujourd'hui. Alors, dans le bouquin, j'ai essayé de voir ce que ça avait donné après sur les cours du travail, sur la jeune CGT en 1914. Manifestement, on est dans le même logiciel pédagogique. Aujourd'hui, l'école du Chiapas réinvente ou plutôt utilise à peu près les mêmes choses. On pourra en parler si vous voulez dans la discussion. J'aime beaucoup cette phrase du mouvement aussi de la pédagogie des opprimés chez Paulo Freire. Ne me libère pas, je m'en charge. Ce que nous montre cette expérience de la communauté, on n'attend pas d'un pouvoir qui nous libère par l'éducation, hein, on va s'en charger nous-mêmes. Voilà, et le dernier mot, je l'ai laissé à Varlin, quand même. Pour que l'éducation soit pratique, elle doit être l'œuvre de tous. C'est un peu le résumé de ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous remercie de votre participation. Est-ce que j'ai vu que les 2 premières commissions, il n'y avait aucune femme dans ces commissions. Est-ce que c'était normal? Oui. Alors, je n'ai pas tout à fait la réponse à la première question, mais peut-être que Bernouille va vous en dire plus après. Ouais, elle va vous en dire un petit peu plus après, parce que il me semble, moi, dans l'état de ma recherche à l'époque, j'ai manqué de témoignages directs en classe, quoi. On ne sait pas exactement comment on enseignait les gens. Et on ne sait pas, sur la première et deuxième question, hein, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, surtout que ceux qui ont beaucoup parlé après, ils ont parlé de leur lutte politique, ils ont parlé de leur lutte militaire, ils ont parlé de leur exil et tout, ils ont assez peu parlé de ça. Alors, on peut fouiller dans quelques témoignages, il y a encore des choses sans doute dans les archives familiales, mais moi j'en sais pas plus, mais peut-être que Jean-Louis va nous en... J'espère qu'il nous en dire plus tout à l'heure. Et pour l'histoire des femmes, bon, mais ça c'est tout à fait normal, puisque ni le comité central, ni la commune n'étaient mixtes. Hein, ça, et on a l'impression... Et une partie du mouvement ouvrier, d'ailleurs, était assez hostile à la participation légale des femmes à ce genre de choses. Sauf que l'histoire des révolutions dans notre pays, des mouvements sociaux, montre que quand même, les premières émeutières, souvent, sont les femmes, parce qu'elles sont chargées de tâches extrêmement matérielles, de production, de reproduction de la vie quotidienne. Et quand c'est plus possible d'y arriver, elles sont vraiment en première ligne pour réclamer les choses. Et ensuite, quand on écoute, quand on regarde les féministes socialistes de l'époque, qui sont décrits par Madame Eichner dans son livre, a priori, ce qu'elle voulait, c'est pas, elle ne revendiquait pas le fait de voter pour être gouvernée. Elle revendiquait le fait de se gouverner elle-même. C'est ce que dit Louise Michel d'ailleurs. Ce qui compte, c'est pas les droits formels ou autres. Ça, c'est le mouvement, c'est le féminisme bourgeois, on va dire. Non pas que ce soit pas important que les femmes aient le droit de vote, mais ce qu'elles voulaient, c'est ne plus être gouvernées, ne plus déléguer leur pouvoir à autres, et donc d'être actives directement, de se mêler des affaires du quartier, des affaires des sections de l'international, et il y a eu aussi des coopératives, il y a cette politique qui est menée par Frankel, etc. Enfin, voilà. Autrement, c'était assez normal qu'il y ait des hommes, enfin normal, compréhensible. Allez.